Vidéo super importante. Qu'est-ce que je ferais si j'étais salarié et que je voulais devenir entrepreneur. Alors déjà, je pense que quitter son travail salarié sans avoir de projet en tête, du moins même pas avoir de projet en tête, c'est pas du tout une bonne idée. Tu peux vraiment te péter la gueule. Parce que bah, finalement, le fait d'avoir des compétences, ça peut prendre du temps. J'ai un client qui donne toujours la métaphore du bambou. C'est que bah, ton bambou, il va pas pousser en 2 secondes, quoi. C'est que ton bambou, bah, t'as des bambous qui poussent très très vite et t'as des bambous qui poussent pas vite. Et tu vois toujours cette différence-là. Moi, je me souviens dans le village là où j'ai grandi, où mes parents habitent, t'avais une personne âgée qui avait planté des bambous et t'avais, je sais pas, les 5 premiers qui étaient super grands, et puis tous les autres qui étaient tout petits. Et pourtant, on les a tous plantés en même temps. Et c'est qu'en fait, bah, t'en as qui vont pousser vite, très grands, et d'autres qui vont pousser beaucoup plus lentement, mais qui vont finir par pousser, mais plus lentement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bah, en fait, ça peut être long. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que bah, en fait, ton bambou, il peut pousser très très vite, très haut, très vite, comme il peut pousser très lentement et beaucoup moins vite. Est-ce que ça veut dire que l'un est moins bien que l'autre? Non, pas forcément. Chacun évolue à son rythme. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer tête baissée sur un rêve, sur quelque chose qui est juste de l'ordre du rêve. Finalement, il y a un concept psychologique qu'on utilise beaucoup, c'est la vallée de la mort. C'est que t'arrives, c'est comme si ou la traversée du désert. Tu traverses un désert aride, t'as rien, t'as aucune compétence, t'essaies de te démerder tant bien que mal. Et bah, souvent, ça peut être très très long. Parce que bah, ça dépend de beaucoup de facteurs. En fait, déjà, bah, du temps disponible que tu as, de si t'es motivé, de si tu trouves la bonne idée, de si t'as les bons contacts. Il y a quand même une question chance. S'il y a de bons contacts, si t'as la bonne idée au bon moment, le timing, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses et ça peut mettre plus ou moins de temps, c'est pas du tout une science exacte, loin de là. Et voilà, c'est souvent le moment où ton idée existe déjà, mais le marché finalement n'a pas encore validé ses idées, les coûts sont encore élevés et les résultats bah, finalement tardent à arriver. Et finalement, beaucoup abandonnent en fait dans cette phase-là, hein, dans cette traversée du désert, là où finalement bah, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une histoire de persévérance avant tout. Et c'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que parfois c'est pas forcément l'idée qu'ils ont, mais c'est leur capacité à survivre assez longtemps pour que bah, finalement le concret, la réalité, rattrape leur vision, rattrape leur rêve. C'est que finalement, bah, tu arrives à construire dans la réalité ce que tu as matérialisé dans ton esprit, ce que tu as pensé, le business plan, ce que tu as essayé de construire. Et un exemple tout con, c'est celui de Jeff Bezos. C'est que lui, il quitte son poste très confortable à Wall Street pour vendre des bouquins sur Internet, alors que finalement à l'époque, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 94, on n'était pas, on n'était pas comme aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, Internet, c'est incroyable. Enfin, Internet, tout le monde est convaincu d'Internet. Même ma grand-mère, si j'appelle ma grand-mère là, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu penses d'Internet? Elle va me dire, c'est génial. Tout le monde est génial. Pourtant, c'est des gens qui n'ont pas du tout grandi, sont pas du tout nés avec, ont pas du tout grandi avec. En 94, c'était des gens qui avaient déjà un certain âge. Internet à l'époque était vu comme un gadget. Les gens veulent toucher les livres, veulent les acheter matériellement, ils veulent sentir les pages et tout. On est à une époque où les libraires physiques ou les librairies physiques dominent complètement. Et pendant des années, Amazon perd de l'argent. Euh, Jusqu'à l'explosion de la bulle Internet en 2000-2003, où là, Amazon va exploser sa mère. Parce que, bah, en fait, c'est même ce que certains appellent l'Amazon bombe. C'est qu'en fait, la boîte, elle va exploser sa mère. Ça fait 10 ans, ça fait presque 10 ans de construction. On parle quand même de 94 à 2003, ça fait presque 10 ans, ça fait 9 ans de construction. Euh, pour que pour construire le mastodonte aujourd'hui qu'est Amazon. Et la boîte est incroyable, enfin, tu vois, c'est une des plus grosses boîtes du monde. Tu dis que même une des plus grosses boîtes du monde a mis 10 ans à se construire. Donc pourquoi toi, qui as été salarié, qui va devenir entrepreneur, tu pousserais aussi vite que le bambou qui est super grand, super vite? Et pourquoi tu serais pas comme cette boîte-là, comme cette Amazon qui a mis plus de 10 ans à se construire? Et quelques années plus tard, d'ailleurs, Amazon devient évidemment l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, donc une des entreprises les plus puissantes de l'histoire de l'entrepreneuriat. Euh, et
Et donc effectivement, ça peut prendre du temps, et même les meilleurs entrepreneurs de cette planète, qui ont construit les meilleures entreprises au monde, ont mis un certain nombre d'années avant que ça voie le jour. La bonne alternative au travail salarié, c'est également le travail freelance. C'est qu'en fait, c'est une forme de travail qui te rend plus libre. C'est-à-dire que moi, j'avais notamment un ami qui est ingénieur géomètre. Il faisait l'étude des sols. Donc l'ingénieur géomètre, c'est tu étudies les, comment tout ce qui est l'étude des sols, les plaques tectoniques. Savoir que si tu vas construire un pont à Lyon, et c'était à Lyon, hein, à cet endroit-là, en face du port machin et je sais pas quoi, en face de la rue machin et je sais pas quelle connerie. Je connais pas très bien Lyon, mais j'y ai été quelques fois. Si tu construis le pont et que tu le construis pas 100 mètres plus loin, le pont là va pas s'écrouler et que si tu l'avais construit 100 mètres plus loin, peut-être qu'il se serait pas écroulé ou peut-être l'inverse d'ailleurs. Et ça, c'est le boulot de ces gars-là. Ce mec-là, il était salarié. Il gagnait un salaire tout à fait raisonnable, il était ingénieur. Au final, il est parti, il a renégocié le contrat avec sa boîte. Enfin, je crois qu'il a failli se faire virer. Et au moment de son licenciement, pour poser la question, moi j'ai un collègue, j'ai vu le mec, en fait, j'ai été prendre ma pause café avec ce gars-là, et le mec, comment il m'a expliqué qu'il était freelance, qu'il faisait le même métier que moi, freelance pour la boîte, tous les jours il pointait comme moi, mais sauf qu'au lieu d'être salarié, il était freelance, mais qui gagnait 2 fois plus. Et il me dit, sauf qu'en fait, moi là, pour gagner la même chose, je travaillerais 2 fois moins. La boîte a accepté, il est devenu freelance. Il faisait le même métier, la même chose en devenant freelance. Donc le freelance, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen en fait d'arriver à finalement avoir plus de liberté, Évidemment, tu choisis tes horaires, tu choisis beaucoup plus d'être sur site, de pas être sur site, tu renégocies beaucoup plus tes conditions, tu es beaucoup plus libre en fait, hein. Tu payes aussi toi-même tes impôts, ça c'est un peu la partie négative. Et finalement, ce gars-là, ça lui allait très bien comme ça. Et c'est un mec qui faisait le même nombre d'heures, donc il faisait ses 35-40 heures semaine, il gagnait 2 fois plus. Le mec, il a dit, allez, c'est bon, quoi. Moi, je prends le boulot, je prends le boulot en freelance. Et donc, c'est aussi une opportunité intéressante, même si, évidemment, on peut pas dire que c'est le but d'une vie. Parce que le but d'une vie, c'est de plus dépendre, que son travail ne dépende plus ne dépend plus de son temps, que notre argent ne dépend plus de notre temps, c'est de construire un actif, construire, capitaliser, construire vraiment quelque chose de concret qui nous permette de décorréler le temps qu'on passe de l'argent qu'on gagne. C'est-à-dire, en gros, quitter de l'argent qui tombe tout seul, quoi. Le but dans la vie, comme dirait Mélanie Laurent dans Dick Henneck, pour ceux qui ont vu le film, dans Dick Henneck, il y a une scène, il y a un passage où elle dit Nadine Laurent dit, ouais, le but dans la vie, elle dit à l'autre nana, le but dans la vie, c'est peut-être de rien foutre. Voilà, c'est un peu ça. J'ai ressorti ça la dernière fois à mon pote multimillionnaire, il était mort de rire. Oui, mais bon, c'est un peu la réalité. Si on peut rien foutre et si on peut gagner de l'argent à rien foutre, on le fait. Et donc, finalement, faut chercher une bonne idée. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on est freelance, moi j'en suis à ce stade-là, si tu veux, je suis déjà freelance, j'ai déjà la liberté, j'ai je pense plus de liberté que n'importe quel freelance, que peut-être ce gars-là que j'ai expliqué là, cet ingénieur géomètre, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais j'ai plus de liberté que ce gars-là parce que je bosse avec une boîte full remote, enfin j'ai 3 clients qui sont des boîtes elles-mêmes 100% digitalisées, etc. Donc il n'y a pas de bureau. Dans tous les cas, tu veux aller au bureau, tu veux aller sur site, tu ne peux pas. Hein. T'appelles le CEO de la boîte, tu lui dis est-ce que je peux venir sur site, il va te dire gentiment d'aller te faire foutre. Mais voilà, donc finalement ça donne plus de liberté, ce qui fait que voilà, j'ai pu voyager en Thaïlande, je bossais, j'étais en train de bosser. C'était un moment où on n'avait pas trop de travail. J'étais à Koh Tao toute la journée. J'allais faire du snorkeling, donc aller, tu sais, faire du masque tuba, aller voir les poissons, machin, avec la copine thaïlandaise. C'était des vacances qui étaient absolument géniales. C'était il y a peut-être un mois à peu près, un mois ou deux de ça. Et le soir, je bossais 3-4 heures par jour. C'était un peu une sorte de vacances que j'ai pris quand j'avais envie. Et en fait, je continuais à bosser tout en, tout en voyageant et tout en profitant des paysages magnifiques de la Thaïlande. Koh Tao, c'est une île qui est vraiment magnifique. On en prend plein la vue tous les jours. Enfin, c'est vraiment une île qui est très très belle. Pourtant, j'y ai pas été à la période idéale parce que on a quand même eu pas mal de pluie, mais ça n'empêche que c'est quand même une île magnifique que je recommande bien évidemment, comme la totalité. Bon, j'ai pas tout visité, mais comme la totalité de la Thaïlande. Et donc, faut pas aller chercher les idées. Voilà, moi là, c'est ce que je suis en train de faire avec ma communauté que je suis en train de créer et les testings que je suis en train de faire. C'est qu'il faut pas aller chercher
les idées toutes faites de ChatGPT. Souvent, les idées, moi j'ai essayé de challenger l'IA, je peux dire que j'ai challengé pendant des longues heures, et j'y ai passé des heures, hein, je peux dire que j'ai passé du temps. J'ai challengé les IA, ChatGPT, Claude, enfin toutes les IA, Gemini et tout. En général, elles sont assez limitées, les IA ont quand même tendance à avoir du mal à trouver des idées, parce que souvent, soit elles vont chercher le contenu sur Internet, soit... Enfin, il faut prendre Claude, il faut prendre ChatGPT comme ton petit stagiaire de 18-20 ans que tu vas prendre pour t'aider dans tes tâches, mais il faut pas le prendre comme un... Faut pas le prendre... faut pas finalement le prendre pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut pas le prendre non plus pour un expert, faut pas le prendre pour ton pote multimillionnaire qui va te donner le conseil qui va tout changer. Le Claude, le ChatGPT ne remplacera pas ton copain multimillionnaire qui va te donner le conseil qui va tout changer. Déjà parce que le fait que ce soit ton copain multimillionnaire ou ce soit un mec X ou Y connu ou un gars comme ça qui t'ait donné ce conseil-là va avoir beaucoup plus d'impact en toi, même si c'est exactement le même conseil qu'un Claude ou un ChatGPT. Et deuxième chose, en général, Claude ou ChatGPT donne souvent des conseils assez basiques et assez bateaux et pas forcément des bons conseils. Un exemple que je peux donner, c'est Claude me disait d'utiliser le système d'A/B test de Meta pour faire justement mes testings, là, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, en fait, où je vais prendre 4 idées, je vais faire des mini publicités visuelles, donc des images avec Gemini, et je vais les lancer en publicité avec un tout petit budget, donc en général moins de 100 euros, pour savoir ce que valent mes idées. Et comment on teste ça? En fait, ce qu'il faut faire plusieurs dossiers, si tu veux, plusieurs ensembles de publicités, et mettre le même budget à chaque fois pour qu'on puisse avoir un ordre de comparaison. Parce que si sur une publicité, je vais dépenser 5 euros et sur l'autre, je vais dépenser 50, comment je vais faire pour comparer? Donc le but, c'est que ça dépense exactement la même chose à chaque fois. Et donc, le problème de l'A/B test de Meta, c'est que lui, il me disait d'utiliser ça, Claude, hier soir. Mais sauf que l'A/B test de Meta, bah, en fait, il y a un moment donné, en fait, au bout de quelques heures, il va te couper une des deux pubs que tu as envie de tester. Imaginons que tu as envie d'en tester deux, il va te couper une des deux, il va te garder un seul gagnant. Mais sauf que moi, c'est pas du tout ça que je veux faire. Moi, c'était justement pour tester les idées sur un certain temps et ensuite évidemment, pouvoir, une fois que j'ai testé les idées, pouvoir bien sûr avoir un gagnant et savoir quelle est la meilleure idée que j'ai eue. Moi d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je conseille énormément pour tester des idées. Et de toute façon, si tu veux avoir une bonne idée, c'est pas compliqué. Dès qu'on essaie de te vendre une formation sur une idée business ou un truc à faire, le dropshipping, le trading, etc., c'est qu'il faut pas y aller. En général, dès qu'on essaie de vendre une formation, ça veut dire que la masse est là, la masse sociologique du terme. Il n'y a pas du tout de négativité là-dessus, hein, on analyse simplement. La masse, c'est le gros des gens, c'est le monde. Regarde les personnes, et moi je te dis des formations, j'en vends tous les jours, donc je sais très bien. Regarde le nombre de personnes que ça ramène. Tu dis que tu seras potentiellement en concurrence avec ces gens-là. Bon, la réalité, c'est que la majorité vont rien faire, mais c'est pas le problème de ce marché. Mais par contre, tu seras en concurrence avec ces gens-là. Et que forcément, dès que la masse se déplace d'un côté, tu as beaucoup plus d'effectifs, donc une minorité de personnes de l'autre côté encaissent tout là où les gens ne sont pas, en fait. C'est comme si tu avais, je sais pas, des murs et des myrtilles. Tout le monde va vers les myrtilles, donc finalement, bah, en fait, il reste plus de myrtilles pour, comment il reste plus de myrtilles, plus de myrtilles pour grand monde. Finalement, bah, tout le monde a fait une quantité, je dirais, assez faible de myrtilles. Et t'as trois clampins qui vont se déplacer vers là où il y a les murs. Sauf que les murs, bah il y en a plein pour tout le monde. Donc finalement, les mecs se gavent pendant que les autres finalement n'ont que des broutilles. C'est la même chose, tu sais, avec les gâteaux. Tu sais, tu vas souvent quand on va dans des événements que chacun ramène, tu sais, tu vas, je sais pas, dans un repas de famille, chacun ramène les gâteaux. Tu as t'as 5 gâteaux, t'en as 4 qui sont mangés et puis un qui reste, t'en as toujours un qui reste. Et bah là c'est la même chose. C'est que bah toi faut aller sur celui qui reste. Et bah si celui qui reste, bah l'avantage c'est que tu l'as. En général c'est celui que les gens aiment le moins, mais en général celui qui reste c'est celui que tu auras pour toi tout seul. Donc là bah, c'est un peu la même logique qu'il faut suivre. Et donc finalement c'est assez évident, c'est qu'il faut aller chercher des idées contrariennes, comme dirait Peter Thiel, donc des idées qui vont vraiment à l'encontre, qui sont vraies, mais où les gens n'ont pas pensé à aller. Et plus tu vas à l'opposition des gens, plus, mieux c'est finalement. Et par exemple, tu vois, tu prends un business typiquement aujourd'hui, ce qui est très en vogue, c'est le digital, c'est le marketing digital, c'est l'IA, c'est tous ces trucs-là. Bah, une théorie contrarienne pourrait dire, bah, en fait, nous, on va faire des business sans téléphone. Et il y a eu des clubs de lecture, notamment à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui ont été, qui ont vu le jour
ils ont chopé plus de 125 000 abonnés sur Instagram en l'espace d'un mois. Parce que en fait, ces clubs anti-Instagram, anti-téléphone, en fait, tu crées un mouvement contraire à une tendance où tout le monde va. C'est comme, en fait, tu vas chercher tes murs au lieu d'aller chercher tes myrtilles, ou tu vas te diriger vers le gâteau que personne bouffe. Voilà, là, c'est exactement la même chose. Et voilà, et aujourd'hui, c'est que on peut prendre aussi l'exemple de l'application Opal. Moi, c'est une application que j'adore, que je t'invite évidemment à télécharger abondamment. C'est une application qui a eu, pareil, plusieurs centaines, tu peux aller voir sur App Store, hein, c'est une application qui a plusieurs centaines de milliers de téléchargements. C'est une application qui est gratuite. Il y a une version payante, évidemment, si tu as envie, mais moi, je pense que la version payante ne sert à rien, il faut même avoir la version gratuite. Tu prends 3 applications, les 3 applis où tu es le plus accro, si tu veux. Donc, moi, c'est Instagram, TikTok et YouTube, surtout Instagram et YouTube d'ailleurs, et tu vas les bloquer pendant une durée déterminée. Et moi, pour me faire des séances de deep work, le deep work, c'est quoi? C'est des séances où je vais vraiment travailler profondément, je vais être ultra concentré, je vais avoir aucune distraction, je balance cette appli-là, et en fait, dès que tu vas essayer d'ouvrir Insta, il va dire: ah bah non, t'as pas le droit, t'as pas le droit de l'ouvrir. Et c'est pas mal, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Et on se rend compte que finalement, c'est très contrariant, parce qu'aujourd'hui, on vend les réseaux sociaux, on vend les algorithmes, les machins, chaque fois que tu vas sur à chaque fois que tu vas sur Instagram en contenu organique, machin, on va t'apprendre à faire des vidéos TikTok, on va t'apprendre à monétiser du contenu d'OFMIA ou je sais pas quelle autre bêtise. Eux, non, ils vont te dire, en fait, nous, notre business, c'est l'anti-réseaux sociaux. C'est justement le fait d'apprendre aux gens ou de montrer aux gens comment arrêter les réseaux sociaux. Et ça, c'est une appli toute conne, hein, quand on y pense, hein. C'est juste une appli qui bloque les réseaux sociaux. Mais je suis sûr qu'il y a plein de concepts à monter autour de ça. Des clubs de lecture, des clubs, j'en sais rien, de plein de passions différentes. Un truc con, ce que font les gars, tu prends tous les subreddits, donc tu vas sur Reddit, tous les subreddits aux US, donc toutes les thématiques des subreddits qui sont à peu près logiques, hein, évidemment, on va pas me prendre un truc hurluberlu, et tu montes un business comme ça, sans téléphone, autour de tous ces subreddits-là. Et en fait, chaque subreddit, tu peux monter une communauté ou un business un peu dans ce style-là, sans téléphone lié à ça. Donc, encore une idée. Et donc, le but, finalement, voilà, cette application, c'est juste de bloquer pendant une durée donnée. Et une fois que tu as trouvé cette bonne idée, il faut construire ton plan en tête, il faut construire ton plan, donc déjà dans ta tête, ensuite sur le papier. Là où, pour le coup, l'intelligence artificielle ou Claude ou ChatGPT sont très performants, c'est pour ça. Pour des tâches un peu sommaires, un peu basiques comme ça, moi, je demande très souvent à Claude de faire construire le plan comme si j'étais un enfant de 5 ans. J'ai 5 ans d'âge, enfin j'ai 5 ans, je comprends pas grand chose à la vie parce que j'ai 5 ans, il faut que tu me construises mon plan. Et construis-moi mon plan. et, euh, il va te faire toutes les étapes détaillées une à une, comment faire ci, comment faire ça, comment faire X, comment faire Y. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc finalement, voilà, aide-toi de Claude, aide-toi de ChatGPT pour faire ça, fais-toi ton business plan, ton plan, et commence à mettre en place. Et même si tu travailles 2, 3 heures, 4 heures par jour sur ton business, tu commences à tester des idées, tu commences à regarder comment ton marché va réagir, fais la méthode que j'utilise tout le temps, mets un peu de budget publicitaire, forme-toi un petit peu à ça, parce que de toute façon, tu en auras besoin pour plus tard. Donc tu sais, c'est pas du temps de perdu si tu te formes à ça. Il y a plein de tutos sur YouTube, va voir chez les Américains, en France, il y a sûrement des très bons tutos aussi. Donc voilà. Et n'hésite pas à construire ton plan. Une fois que tu as ton plan, tu l'appliques, tu l'exécutes, et puis tu vois ce que ça donne. Mais si tu testes bien ton marché en amont, il n'y a pas de raison que les moyens que tu développes ne portent pas ses fruits, ne portent pas leurs fruits.